Tu avances dans une forêt apparemment ordinaire. Des chênes, des hêtres, un silence dense que le vent découpe par endroits. Au sol, des souches moussues, des creux étranges, des formes circulaires qui, vues d'en haut, dessinent des constellations de cicatrices. Tu crois voir des mares, ce sont des entonnoirs. Tu crois voir des pierres, ce sont des éclats d'acier. Et parfois, un disque rouillé affleure entre deux racines, comme si la terre le repoussait à la surface, non pas pour te prévenir, mais parce qu'elle n'a jamais fini de digérer ce qu'on lui a fait avaler. Bienvenue dans une région de France qui existe et que peu connaissent vraiment. La zone rouge, née en 1918, jamais totalement refermée. Après l'armistice, la France ne se contente pas de compter ses morts. Elle découvre un sol qui a changé de nature. Tout un arc de pays, de la Meuse à la Marne, de l'Argonne aux hauteurs de Champagne, a été brassé par des millions d'explosions. Les villages rasés n'ont pas seulement perdu leurs maisons, ils ont perdu la possibilité même de reconstruire. Le bois, la pierre, les toits, tout cela se remplace. Mais un sol saturé de métal, de plomb, de cuivre, d'arsenic, de composés d'obus chimiques, de munitions intactes, cela ne se remplace pas par un claquement de doigts. Alors l'État nomme ce qui ne pourra pas revenir tout de suite. Il trace sur des cartes une couleur qui dit l'interdit, rouge. Rouge, non pas pour faire peur, mais pour fixer une frontière mentale. Ici, on n'habite pas. Ici, on ne laboure pas. Ici, on ne draine pas les cratères pour y semer du blé. Ici, on attend, on surveille, on nettoie autant qu'on peut, et surtout, on renonce à ce que l'on faisait avant. Vivre comme si la guerre n'était pas passée. L'administration invente une typologie des sols sinistrés. Au début, l'aire classée en zone rouge est immense, des centaines de kilomètres carrés, un patchwork décousu qui épouse les anciens champs de bataille. Au fil des années, des reclassements ont lieu. Des parcelles passent du rouge à l'orange, de l'orange au vert, quand le danger immédiat recule. Mais des poches demeurent, et avec elles des villages qui n'existent plus qu'à l'état de nom sur une stèle. Ce monde n'est pas un musée figé, il respire encore, parfois dangereusement. Chaque printemps, des engins explosifs ressortent du sol, déplacés par les gels et dégels, par les racines, par le ruissellement. Chaque été, les démineurs sillonnent les lisières, répondent aux appels des promeneurs, des forestiers, des agriculteurs des zones reclassées. Les anciens parlent d'une récolte de fer. On ramasse des pommes de terre et on ramasse des éclats. On mesure la pluie et on compte les kilos d'acier mêlés à la terre. La guerre n'est plus visible, elle est disséminée et elle continue d'être dangereuse 100 ans après. Tu crois que ce sont des anecdotes ? Alors imagine une main qui soulève une vieille pelle rouillée et qui heurte un cylindre peint d'os case une couleur qui n'en existe plus. Rien ne bouge, puis L.A. odeur arrive avant la mémoire. Ces obus qui n'ont pas explosé ne sont pas tous des coquilles vides. Certains contiennent des agents de suffocation, d'autres des composés vésicants. Le métal a rouillé, les joints ont vieilli, mais l'intérieur peut être intact. Dans certaines poches, les sols gardent aussi la trace chimique de cette pluie métallique. Ce n'est pas uniforme, c'est une mosaïque instable que l'on apprend à lire à force de prudence. Comment décide-t-on qu'un morceau de terre en France ne doit plus être cultivé ? Par des cartes, des commissions, des expertises, des décrets. La zone rouge, au lendemain de la guerre, n'est pas un trait arbitraire. C est le constat D, une impossibilité. On ne peut pas remettre des familles là où les arbres meurent à cause des concentrations de métaux, là où un attelage risque de faire exploser une charge oubliée, là où creuser un puits revient à percer dans une mémoire toxique. Au départ, les propriétaires espèrent souvent un retour rapide. Le temps, lui, répond par des saisons, les entonnoirs se remplissent, se vident, se remplissent à nouveau, les obus bougent, les souches repoussent, et on comprend que l'échelle N est pas celle de ça, un bail rural. C'est l'échelle d'une génération, de plusieurs. Pourquoi en parle-t-on si peu, alors que des milliers d'hectares portent encore ces cicatrices ? Peut-être parce que la France aime ses symboles nets, la victoire, l'armistice, l'ossuaire où l'on se recueille. La zone rouge n'est pas un symbole net. C'est une réalité embarrassante, un pays qui, un siècle après, n'a pas fini de guérir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas photogénique, ce n'est pas facile à raconter en une image, il n'y a pas de ruban à couper. Il y a des pancartes accès réglementé,
des barrières déplacées selon les chantiers, des forêts domaniales, où elles, on passe sur des chemins balisés et où elles, on ne écarte pas. Parfois, en lisière, une vieille dame s'arrête et te parle. Elle te raconte la manière dont on disait autrefois «on va au bois» et le sens que cela avait. Ramasser du bois mort, des mûres, des herbes. Puis elle baisse la voix. Ici, on a appris à regarder le sol d'abord. Leçon simple, leçon dure. Des enfants la tiennent de leurs parents, qui la tenaient des leurs. On ne fouille pas, on ne tape pas sur un objet métallique pour le dégager. On le signale. Petite habitude, grande différence entre un pique-nique et une sirène. Tu n'as pas besoin de panneaux dramatiques forcés pour comprendre la densité de ce qui t'y entoure. Regarde une parcelle qui n'a pas été travaillée depuis 100 ans, elle n'a pas l'air vierge, elle a l'air fatiguée. Les arbres poussent de travers, les fougères couvrent des trous ronds, l'eau stagne dans de petits bols d'argile. Quand la pluie est forte, la terre rend des morceaux de fer, comme un corps rend des éclats sous la peau. On a parfois l'impression que la forêt mange le métal. C'est plus exact de dire qu'elle l'enveloppe, qu'elle le masque, qu'elle l'incorpore par endroits sans l'annuler. Dans la partie haute des vallées, des murets de pierre sèchent au soleil. Personne ne sait exactement qui les a remontés après-guerre. Peut-être ceux qui espéraient le retour à la terre, peut-être des équipes venues des villes, payées pour réparer ce qui pouvait l'être. Dans cette région, l'après 1918 a été un chantier titanesque. Des routes, des ponts, des lignes téléphoniques, des villes entières ont été rebâties. Mais certaines taches sur la carte résistaient. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était de la lucidité. On a préféré reconnaître ce que l'on ne pouvait pas rendre aux vivants sans mensonge. Tu es libre, ici, de ressentir de la colère contre la guerre, de la tristesse ou de la simple stupeur. Tu es libre aussi de apprendre quelque chose de très concret. Un pays peut décider d'assumer matériellement sa mémoire au point de garder, un siècle plus tard, des communes sans voix. La zone rouge n'est pas qu'un héritage toxique. C'est une manière de dire que certains sols ont droit à la lenteur, à la prudence, à la non-exploitation. Il faut raconter ce que signifie très concrètement une commune morte pour la France. Dans la Meuse, elles sont 7 à n'avoir pas été reconstruites après Verdun. Elles existent en droit, mais elles n'ont pas de population. Elles ont un maire, désigné par le préfet, et un conseil municipal, non pas pour délivrer des permis de construire, mais pour entretenir les chemins, les stèles, les chapelles, et pour représenter ces lieux lors des cérémonies. Fleury devant Douaumont est peut-être la plus connue. Fleury a été pris et repris 16 fois, lit-on souvent. Aujourd'hui, le chemin serpente entre des bornes blanches. Chaque borne porte un mot. Ici, la boulangerie, là, l'école, là, la forge. Des points dans la forêt qui disent l'ancienne trame du village, comme une carte d'un monde effacé. Orne, plus à l'est, était une vraie commune, avec sa mairie, ses ruelles. Elle n'a pas été rebâtie à son emplacement, un nouveau village a surgi plus loin. Beaumont-en-Verdunois n'a plus de vie quotidienne, mais son nom n'a pas été rayé. Bézonvaux, Louvemont-Côte-du-Poivre, Aumont-Près-Samonieux, Cumières-le-Mort-Homme, ces noms ont une musique propre, lente et grave, qui n'appartient plus à des adresses postales, mais à des commémorations. Cela peut sembler cérébral, mais va sur place. Tu verras des petites clairières, des alignements d'arbres qui tracent des rues fantômes, des murets moussus qui ne tiennent plus rien, et ce sentiment en particulier. Ici, on n'a pas oublié de reconstruire. On a décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que le sol, même un siècle après, peut être mauvais à vivre. Pas parce que rien ne pousse, tout pousse souvent avec une vigueur qui étonne, mais parce que les risques cachés dépassent le raisonnable. Les obus enfouis, les mines, les grenades, les munitions d'artillerie chimique par endroits, tout cela ne disparaît pas par magie. On peut les retrouver, les neutraliser, les déplacer, mais on ne peut pas garantir mètre carré par mètre carré qu'il n'en reste aucun. Or, un village, c'est des canalisations, des fondations, des tranchées de chantier. C'est précisément le genre d'activité qui réveille ce que la terre dissimule. Les démineurs viennent, reviennent, repartent. Leur travail est patient, discret, ils ramassent, ils identifient, ils stockent provisoirement, puis ils détruisent dans des lieux adaptés. Chaque pièce a son protocole, les obus à charge explosive classiques ne se traitent pas comme les obus chimiques, et il suffit, pour comprendre la difficulté, d'imaginer la diversité des calibres, des modes d'armement, des années de fabrication.
Le front a été un laboratoire de l'horreur technique, le paysage emporte l'inventaire. Une idée reçue dit que si ça n'a pas explosé en 100 ans, ça n'explosera plus. C'est faux. Le métal se fatigue, les amorces restent. Parfois, un choc dérisoire suffit, parfois c'est un feu de forêt qui réveille tout. La zone rouge, ce n'est pas un cube de verre immobile, c'est un équilibre instable entre des matières et des saisons. L'été sèche, l'hiver gonfle, le printemps emporte, l'automne recouvre. Le temps est un déménageur têtu. Dans certaines clairières, tu peux percevoir une autre trace, moins visible, celle des produits qui ont infusé le sol. Ce n'est pas l'ensemble de la zone, ce sont des poches. Les agronomes y mesurent en fait des concentrations anormales de métaux. Ce n'est pas une interdiction éternelle, c'est une prudence calme. Les reclassifications ont permis de rouvrir des terres à l'agriculture là où c'était possible et de rendre des bois à la sylviculture là où c'était raisonnable. Mais elle, idée de départ tient, on ne force pas les vivants à jouer aux aveugles dans un sol dont on sait qu'ils gardent des pièges. Ce qui frappe, quand on écoute les gens qui vivent autour, c'est la façon dont le quotidien s'est adapté. Les itinéraires de promenade privilégient des chemins bien connus. Les travaux forestiers obéissent à des consignes strictes. Les chasseurs connaissent les zones à éviter. Le patrimoine n'est pas que minéral, c'est une culture de la prudence qui se transmet. Rien de spectaculaire, beaucoup d'attention. A l'inverse, ce qui surprend, c'est le regard des visiteurs qui arrivent avec des images toutes faites, des tranchées nettes, des barbelés alignés comme dans un manuel. La forêt a digéré la surface, pas le fond. Quand on parle des villages détruits, on peut redouter un folklore sombre. Pourtant, sur place, la tristesse n'est pas l'obsession. C'est plutôt une forme de respect déterminé. Des jeunes mariés viennent parfois se prendre en photo dans ces clairières, comme pour dire que la vie continue, mais pas sur l'oubli. Des classes primaires viennent lire des lettres de poilus, puis on leur explique pourquoi on ne s'aventure pas hors des sentiers. La zone rouge, pédagogiquement, est une leçon subtile. Ce n'est pas interdit parce que c'est interdit, c'est interdit parce qu'on a appris. Dans les conversations, il revient souvent la même phrase. Ici, on ne plaisante pas avec les obus. Elle est dite sans emphase, comme on dirait « ici, on conduit prudemment l'hiver ». Elle raconte à la fois l'ordinaire et l'exceptionnel. L'ordinaire d'un pays qui a couvert ses plaies de forêt, l'exceptionnel d'une plaie qui, malgré la forêt, reste ouverte. On peut vivre près d'elle, s'y promener, s'y recueillir. On ne peut pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Au début, l'administration n'avait pas de manuel pour gérer un territoire blessé à ce point. Il a fallu inventer tout, des